Donc on dit bonjour en Mienné, c'est la communauté au Mienné. C'est en quelle langue? Au Mienné. C'est quelle langue? C'est le Mienné. Elle est parlée au Gabon en fait. Ah ok, au Gabon? Oui. D'accord. Ah oui, il parle cette langue. C'est la langue que je parle. C'est votre langue maternelle? Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc Moloani. Moi je parle somali. Je dis bonjour de ma langue maternelle, Mali Wanax. Mali Wanax. Mali Mali Wanax. Wanax. Ça veut dire bonjour. Mali Wanax. Mali Wanax. Ouais. Donc en fait, je vais commencer par vous présenter l'association Absentiste Internationale, l'organisation Absentiste Internationale en général. Donc il faut savoir que Absentiste Internationale est une organisation qui a été fondée par la Perahat Amamazama et le Sèche Modifiquité à Santé en 2011. Donc c'est une organisation en fait qui a pour objectif l'élévation de l'homme et de la femme kamite sur le plan économique, culturel, religieux, et cela en fait dans le but d'arriver à la création en fait de la renaissance africaine. Donc parce que le docteur Modifiquité à Santé s'est rendu compte qu'en fait l'Africain devait revenir vers ses origines, vers sa culture, et que à chaque fois qu'on parle par exemple de l'esthétique, de la philosophie, des arts, de la science, des sciences en général, il faut partir de son centre. Il faut partir de ses propres origines, de sa culture, de son paradigme, de son vécu. Parce que tout ce qui nous appartient, tout ce patrimoine en fait de nous ce que nous sommes, et ça de la valeur. Et donc la théorie même de l'afrocentricité n'est pas née du docteur Modifiquité à Santé, parce que la première fois qu'on a parlé de l'éducation afrocentrique, c'était donc au Ghana, c'était Kwame Nkrumah au Ghana, donc à l'université de Legon au Ghana. Il a parlé d'une éducation afrocentrique. Et donc le docteur Modifiquité à Santé n'a fait que théoriser cette philosophie. Ce qui a amené la création de l'organisation internationale Afrocentricity International, qui existe donc dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Donc au Cameroun, il y a 2 sections au Cameroun, à Douala et à Yaoundé, il me semble. Et il y a une section donc également en Côte d'Ivoire. Il y a une autre section dans les Caraïbes, donc en Martinique, en Guadeloupe. Il y a une section qui va s'ouvrir également au Canada. Et je pense, si ma mémoire est bonne, Haïti va bientôt avoir une section également. Et il y a une autre section au Brésil. Il y a 2 sections au Brésil. Et il me semble qu'au Japon également. Donc vous voyez, bien sûr aux États-Unis. En France. Au Japon. Au Japon. Et et donc là, c'est loin. Et récemment, donc en Angleterre, Chez les il samouraïs. y a une autre section qui s'est ouverte en Angleterre. Donc c'est vous dire qu'en fait, l'organisation est en train de prendre de l'ampleur, de s'étendre. Surtout en Grande-Bretagne. Exactement. Tu as parlé du Zimbabwe aussi? Le Zimbabwe, L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Oui. Donc, vous voyez, c'est une organisation internationale donc, qui va fédérer donc, pour qu'on arrive à faire cette renaissance africaine sur le plan religieux, économique, culturel, de l'éducation de nos enfants également. Et donc on existe, on a plus de 21 divisions maintenant, et on a un site diaboukam.com si vous voulez avoir des informations sur le plan économique, sur le plan culturel, sur la religion, sur l'actualité, vraiment c'est un site qui est vraiment très très complet. Et vous avez également le site, la page Facebook Afrocentricity International en France, donc que vous connaissez tous, je suppose. Et on a aussi sur YouTube, on a pas mal de la chaîne YouTube Afrocentricity International, donc vous pourrez regarder des vidéos, notamment sur les conventions, la dernière convention qui a eu lieu au Cameroun. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur l'organisation, avec donc la fondatrice, donc le docteur Amamazama et le docteur Modifiquité à Santé, qui enseigne donc à l'université de Temple University aux États-Unis, au département d'études africaines-américaines. Et voilà à peu près ce qu'on peut vous dire sur Afrocentricity International. Et à savoir que si vous souhaitez adhérer, donc vous avez des numéros de téléphone, on vous donnera des cartes
tout à l'heure. Et vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en ligne, il me semble, chez Mouti, si je ne me trompe. Et donc, le chez Mouti Améni est donc le responsable de AI France, qui est là présent. Et moi, je suis la secrétaire générale. Vous avez le Sèche Iterou Oboué qui va vous faire le cours aujourd'hui, qui est responsable de l'éducation et de la défense mémorielle. Le frère Kidjani, lui, il a la communication. Le frère Sana, si je ne me trompe pas, au niveau de l'informatique, tout ce qui est informatique en fait, c'est lui qui est responsable de tous les flyers, qui fait de la com au niveau des cours du CHTO, qui l'assiste énormément aussi, beaucoup. Et on a le frère Barako aussi, qui est au niveau de l'éducation. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Social, éducatif. Il y a aussi le Chenouti Améni qui intervient beaucoup avec la Perma Akerou. Je pense que nombreux d'entre vous viennent souvent à la Perma Akerou. Donc si vous avez des questions à poser, Chenouti c'est un guide spirituel en fait. Donc le Chenouti Améni pourra vous répondre à certaines de vos questions sur le plan religieux notamment. Il y a un rôle politique aussi chez Chenouti, comme dirigeant de l'organisation pour la section de France. Enfin. Et donc on a besoin de vous, on a besoin que vous adhériez. Et si vous avez des questions à poser sur quel sera votre rôle, on a plusieurs départements, donc on pourra vous expliquer comment ça fonctionne. Et sachez qu'on a besoin de vous, on a besoin d'éléments, de sang neuf, on va dire, pour nous aider à réaliser cette renaissance africaine. Et maintenant, je vous laisse avec le CHITO, avec le cours du CHITO d'aujourd'hui, qui est centré justement sur la philosophie de la centricité, connaître ce que c'est que la centricité. Et je pense qu'il est à mieux, enfin c'est lui qui prendra le temps de vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Voilà, donc je vous souhaite bienvenue ici, donc c'est un plaisir de vous voir. Et donc je suis responsable d'éducation historique chez Afrocentricity International, je suis aussi auteur et traducteur. Donc je suis auteur de Lianage de la force des ancêtres, un livre que vous pouvez acheter et trouver sur Amazon.fr. C'est un livre qui rend compte de ma découverte de l'afrocentricité, ou plutôt du panafricanisme avant toute chose, et qui va à l'encontre de certaines idées reçues selon laquelle le panafricanisme est une idéologie auquel les Africains d'Occident adhèrent par nostalgie du continent d'origine et tout simplement parce qu'ils éprouvent le besoin, par frustration, de se créer une Afrique mythique. Or, j'ai découvert le panafricanisme en Afrique même, donc déjà cette idée reçue en prend un coup. Et j'explique un petit peu comment j'ai découvert, après le panafricanisme, l'afrocentricité et comment le mouvement se dynamise actuellement et comment il est possible d'y voir un peu plus clair. Voilà. Et donc j'avais publié auparavant chez Ménébuc l'harmonica mythe qui rendait compte de la façon, disons, une fois qu'on a découvert le paradigme, comment en parler au niveau de son entourage, parce que souvent la personne qui a découvert le paradigme est obligée de créer une sorte de camp retranché avec des tours partout, des tourelles, des fossés pour se défendre et des crocodiles dans les cours d'eau qui entourent le château fort. Et en fait, il faut communiquer auprès de ses proches et auprès de son entourage de façon à ce que cette idéologie soit mieux connue, sans passion excessive, sans agressivité, mais avec fermeté et bienveillance, ce qui n'est pas évident. Voilà, donc ça justifiait bien un livre. Alors, oui, c'est un problème de... Pourtant, les branches... Non, il faut jouer en fait avec le fil. Voilà, c'est un problème de mauvais contact. Il faut jouer avec le fil. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, nous avons lancé chez Afrocentricity International cette idée de cours interactif, parce que nous partons du principe, et c'est un principe qui est vraiment camite, que le savoir peut faire l'objet d'une construction collective. C'est-à-dire à partir du moment où les gens participent à l'édification du savoir, ils retiennent mieux ce qu'ils apprennent, forcément. Et ils passent du statut de consommateur passif
des savoirs qui sont élaborés par d'autres à celui d'acteur. Et une fois qu'on est acteur, c'est beaucoup plus valorisant. Et effectivement, le savoir devient quelque chose de tout à fait qui est partagé par tout le monde. Et donc, mais le cours interactif, il y a forcément des règles malgré tout. Et donc celui qui souhaite intervenir, en fait, il a juste à demander cette pierre, à lever la main, on lui donne cette pierre, et une fois qu'il a la pierre dans les mains, il peut s'exprimer et poser la question, ou faire l'intervention qu'il souhaite. Évidemment, il faut que ce soit constructif, mais bien sûr, les critiques ne sont pas interdites, heureusement. On peut passer au slide suivant, merci. Alors, comprendre l'afrocentricité, le titre est très simple, tout simplement parce qu'on part du principe qu'une fois qu'on a lu l'impératif afrocentrique de la Pérade ou l'afrocentricité de Molefi qui était à Santé, si on adhère à cette philosophie, on est plutôt satisfait et on a l'impression d'avoir tout compris. Moi, le premier, j'ai eu cette impression-là, j'ai l'impression non pas d'avoir tout compris, non, mais d'avoir compris certaines choses, ou même l'essentiel. Donc les mois passent, les années passent, et puis quand on essaye de se remémorer vraiment ce qu'on a lu, ça reste très flou finalement. Et donc on va répéter toujours les mêmes choses, celles qu'on croit avoir compris, et généralement ça donne quelque chose d'assez stéréotypé, et donc c'est effectivement parfois ce que l'auteur a voulu dire, mais il n'a pas voulu dire que ça. Et d'où l'intérêt de revenir vers le savoir, c'est comprendre quelque chose, ou plutôt croire que l'on comprend, ou comprendre très vite. Quelquefois l'essentiel, c'est oublier ce qu'on a appris, et c'est revenir vers ce qu'on a oublié, ou qu'on a mal assimilé, ou même bien assimilé, mais il faut y revenir. Donc on peut poursuivre. Alors, on parlait tout à l'heure de la langue omiénais. En omiénais, donc langue qui est parlée au Gabon et qui est de la même famille que de nombreuses langues africaines. Beaucoup de langues de Kemet, donc de l'Afrique, sont parentes les unes aux autres. Citons par exemple le mot Omwana, ou Moana qu'on trouve dans plein de langues africaines, qui signifie l'enfant. Et on se rend compte effectivement, ou le mot Ngoma qui signifie le tambour, qu'on retrouve dans différentes langues, sous d'autres formes. Quelquefois c'est Ngoma, des fois c'est Ngom, mais c'est le même mot. Et en mielé, nous l'avons. Ro, c'est avoir de l'infinitif. Par exemple, Roseba, ça veut dire jouer. Et moi j'aime bien toujours dire qu'on peut apprendre en s'amusant. Et en sikkim, en égyptien pharaonique, Seba, ça veut dire, c'est l'enseignement. Donc une fois j'en parlais à un frère, le frère Tchéouti, originaire aussi du Gabon, et puis je lui disais, ça me parle ça, mais il faut que ce soit validé quand même, etc., parce que ça peut être le hasard. Il m'a dit, mais arrête de chercher toujours une validation ou une accréditation. Il dit, à partir du moment où c'est d'une grande logique, on n'a pas forcément besoin d'une validation. Mais je reste persuadé qu'il faut quand même creuser un peu plus. Parce que, et même si c'est qu'une coïncidence, c'est bien qu'on puisse savoir qu'on peut apprendre en s'amusant, que le fait d'apprendre ne doit pas être quelque chose d'ennuyeux. Et c'est pour ça qu'au niveau de ce cours, nous jouons beaucoup sur les images. Et nous attendons évidemment vos réactions. Donc on peut poursuivre. Ah oui, pardon. J'ai oublié parce que c'est quand même une scène de la guerre des étoiles. Et quand j'étais à Kemet, au Gabon, ce film passait. Et moi, j'avais grandi en France. J'avais grandi en France et j'avais grandi en France préalablement dans un milieu socio-culturel qui était majoritairement blanc, en fait. Et quand je suis allé à Kemet, je suis allé à Kemet. C'est-à-dire Kemet, c'est la noire en égyptien ancien, donc l'Afrique. Et je voulais devenir africain, j'avais ce besoin d'Afrique. Et oui, moi j'ai l'habitude, mais c'est vrai que... Ah non. Non, c'est pas Il faut brancher en fait. Ah oui, c'est ça.
suis désolé, hein. Si on le maintient bien, il faut le maintenir avec du scotch. Avec du scotch. Voilà. C'est bon? Il faut le coincer en dessous, là. Par contre, il y a de la chaleur qui... Oui, désolé. Et donc, ce film passé au Gabon, et quand on le jouait avec les frères et sœurs, moi je voulais être toujours ce personnage-là. Donc, c'est peut-être ça qui m'a sauvé, parce qu'avec l'aliénation culturelle galopante, on était bombardé d'images étrangères, mais moi je voulais être... pourtant, il n'avait pas le premier rôle dans le film, mais moi je voulais être ce personnage-là. Comment il s'appelle déjà? Lando. C'est Lando, je voulais être Lando. Je voulais pas être Luke Skywalker, je voulais être Lando. Donc c'est peut-être ce qui m'a sauvé. Et puis en plus j'ai choisi cette image, je me suis dit qu'elle avait quelque chose qui pouvait être décrypté au-delà du détail que je vous ai fourni, hein, sur le fait que c'était l'un des seuls personnages kamites, mais en quoi cette image peut correspondre à ce que nous vivons aujourd'hui. La domination. Oui. 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 Persona. C'était juste pour rappeler qu'il y a une pierre. Ah bah oui, c'était juste ça. Oui. Parce que tu es un grand spécialiste de la guerre des étoiles, mais bon, tant pis. Moi, je pense que ça représente le fait que l'on soit dans un monde qui n'a pas été pensé par nous, pour nous. On est dans un monde où on n'est pas nous-mêmes. Et c'est vrai. Le frère. Le frère a quand même une drôle de personne. C'est ça que j'allais dire. Je me suis dit, on dirait James Brown. Il a quand même une drôle de coiffure, je suis pas sûr que ses cheveux soient naturels. Ça, c'est vrai. Enfin, moi, c'est ce que je remarque. Après. Mais il est plus naturel que lui, quand même. Hein. Ouais. Parce que là, il y a une radicalisation, là, quand même. Ça, c'est un mercenaire. Et peut-être que la société dite moderne dans laquelle nous vivons a pour but le fait que nous devenions comme ça, c'est-à-dire des robots. Transhumain. Oui. Oui, transhumanisme. Oui, parce que c'est Django Fett, hein, un chasseur de primes qui est à côté. Ah, d'accord. Ou Django Fett ou Boba Fett. C'est Booba. Boba Fett, pardon. Mais c'est un robot ou... C'est un mercenaire qui a un scaphandre, c'est un homme derrière. Ah, c'est un homme. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, on peut poursuivre. Alors, bon, on vient de voir cette photographie extraite du film, ou cet arrêt sur image, extrait du film La guerre des étoiles. Et le problème de l'Occident, c'est l'image, et l'image est une arme, bien sûr. Le problème, c'est que nous sommes tout le temps, par le biais de la télévision, par le biais du cinéma, bombardés par des images étrangères mais, qui ont pour but de nous éblouir, mais surtout de nous divertir. Alors le divertissement, c'est pas mauvais, mais quand on creuse un peu, divertir, c'est aussi nous empêcher de voir clair. Et quand on est dans la diversion, c'est empêcher quelqu'un d'aller quelque part ou de faire ce qu'il a à faire, le retenir longtemps pour quelque chose qui ne sera pas du tout productif pour lui. Donc le divertissement, c'est souvent pour nous de la diversion. Et quand l'illusion se substitue à la réalité, il y a un problème. Donc nous sommes toujours pétris d'admiration pour des images étrangères. Nous tremblons pour des héros qui ne nous ressemblent pas. Et il y a des milliards qui sont injectés dans des super productions cinématographiques pour faire de l'homme occidental et de la femme occidentale des héros partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud. Et donc, au bout d'un moment, forcément, cette illusion se substitue à la réalité et beaucoup d'entre nous deviennent plus français que les Français. Donc
On peut poursuivre. Alors, face à ces images, nous sommes tout le temps bombardés par des images, face aux nouvelles technologies que sont les réseaux sociaux, les ordinateurs, Facebook, etc., le livre devient, pour certains d'entre nous, un objet vraiment ringard, une antiquité qui ne sert à rien. Et il est pas rare d'entendre des frères et des sœurs dire que le livre ne sert à rien. Et ces frères et ces sœurs, quand ils achètent des livres écrits par des Européens. Parce que le livre, ça reste la chose du blanc. Et donc, une fois, je discutais avec Kalala Omotunde, et je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte, je suis sûr qu'il y a des frères et des sœurs, quand ils vont dans une librairie, ils voient ton nom sur la couverture, rien que de voir Omotunde, ils passent leur chemin, et il me dit, bah oui, c'est façon de dire, c'est comme ça. Mais il y a des frères et des sœurs qui sont nés à Kamita, qui sont nés en Afrique, qui ont grandi en Afrique. Ils voient Iteru Oroweso sur la, il n'y a même pas de prénom européen, sur la couverture d'un livre. Oh, c'est quoi ça? Mais ils passent. Alors, la question qu'on doit se poser, y a-t-il une légitimité pour le livre africain? Eh ben oui, parce que d'après vous, quel est le plus ancien livre du monde? C'est un livre des mondes. C'est ça. C'est pas le Kybalion? Le livre au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. Hein. C'est le papyrus Pris. Oui, c'est le papyrus Pris. Voilà. Et je pense qu'il est daté de 1900 avant notre ère. Mais livre au sens qu'on l'entend aujourd'hui, parce qu'il y a évidemment le livre des morts, etc. Mais le livre, on peut l'entendre aujourd'hui. Donc, de facto, il y a une légitimité qui est incontestable. Donc c'est important de le savoir. D'ailleurs, je pense qu'un exemplaire du papyrus Pris se trouve à la BNF, à la BNF, ici à Paris. On peut poursuivre. Alors, dans la communauté, nous avons des livres cultes. Ce cours d'aujourd'hui porte en grande partie sur l'impératif afrocentrique d'Ama Mazama, que moi-même je considère comme un livre aussi important que Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Et justement, Nation Nègre et Culture, c'est un livre culte, hein, parce qu'on est vraiment dans le cadre d'un changement de paradigme, même si avant, il y a eu d'autres savants qui avaient abordé à peu près les mêmes questions, mais toute l'érudition dont va faire preuve Cheikh Anta Diop pour confondre ces contradicteurs, notamment avec les questions linguistiques, nous permettent de penser qu'effectivement les Africains sont à l'origine des grandes civilisations du monde et que, comme le dit le Cheikh Kiameni, l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais le berceau aussi de la civilisation. Et Nation Nègre et Culture, à cet égard, est un livre culte. On peut poursuivre. Alors, de l'utilité du livre, tout à l'heure, je disais que certains de nos frères et de nos sœurs pensent que le livre ne sert à rien. Vous-même, qu'en pensez-vous? La Pierre ? Oh, je crois, en fait, quand on dit le livre ne sert à rien, on part du constat, comme on dit souvent, si on veut cacher quelque chose au nez, il faut le mettre dans un livre. Ah oui. Ça veut dire que les gens n'ont pas l'habitude du livre. Je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à la culture, l'oralité qui est instituée. Bon, on n'est plus vraiment dans ce contexte-là, puisqu'il y a le système d'enseignement. Mais je crois, moi je fais aussi le constat au sein même de la famille, que beaucoup ne lisent pas. Pourtant, il y a un livre. À part l'école. Enfin, il y a un livre que beaucoup de nos frères et sœurs lisent. Je ne sais pas si vous voyez auquel je pense. Mais... Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Oui, ça, ils lisent beaucoup ces deux livres. Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que justement on dit que ça, on peut dire, je pense que c'est vrai que dans notre communauté on lit peu, mais justement l'un des outils qui nous
nous aliène le plus, c'est un livre. Ben oui. Ce sont les livres dits sacrés qu'on lit, qu'on achète tout le temps. Qui Même sont des présents dans la livres. famille. Hein. Ta Biblia, ça veut dire les livres. Voilà, donc je pense que c'est important, justement, de contrer cette, on va dire, ces livres avec d'autres livres écrits par nous et avec notre histoire. D'accord. Donc le livre est utile en fait. Ouais. D'accord. On peut poursuivre. Alors, le livre porte... Mais oui, c'est le frère Gay, effectivement, avec la sœur... Merci pour la photo. Avec la sœur Ama. Donc on voit que le livre est utile parce que effectivement les livres que la Père Ama écrit ne nous laissent pas indifférents. C'est le cas, et une admiration peut exister. Donc c'est sûr que ça prouve que les frères et les sœurs qui vont dans des librairies ou des bibliothèques où ils voient les livres de la sœur Ama, c'est pas tous ceux qui vont dire oh, non, et puis qui vont passer. Non, il y en a qui vont s'arrêter, qui vont lire et puis qui vont poursuivre l'aventure. Donc, alors, le dernier livre de la Perahat s'intitule justement Moi Mambo Ama Perahat universel, parce qu'aujourd'hui le cours porte en grande partie sur le livre L'impératif afrocentrique, qui est un livre fondateur, mais ce n'est pas le seul livre écrit par la Perahat, et puisqu'on a décidé d'étudier ce livre, L'impératif afrocentrique, c'est bien de connaître un peu la personne qui l'a écrit, un peu beaucoup même. Donc aujourd'hui, elle a cette double casquette de Perahat et de Mambo. Et donc, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît ce titre de Perahat, et est-ce que quelqu'un parmi vous sait ce qu'il signifie? Oui. J'ai vu ça sans le T. Je crois que c'est les grandes maisons. Exactement. Oui. Le T, c'est le féminin. Et donc en Sikam, Perahat, ça veut dire la grande maison, et ça a été employé aussi pour désigner donc, la personne qui a le titre le plus élevé sur le plan politique, mais aussi sur d'autres plans, à Taméris, c'est-à-dire l'Égypte antique, et sa prononciation a déformé, a donné le mot pharaon. Alors, mais pharaon, c'est pas le nom d'une personne. Pharaon, c'est un titre, mais le mot en Sikam, parce que pharaon, c'est une déformation, mais le mot en Sikam, c'est Perahat, qui signifie la grande maison. Donc, Père, c'est la maison, et Aha, c'est tout ce qui est grand. Voilà. Et donc la Perahat, c'est la dirigeante de Afrocentricity International. C'est elle qui a le rang le plus élevé au sein de notre organisation. C'est quasiment un titre politique, mais qui a aussi évidemment une dimension spirituelle. C'était le cas aussi du pharaon dans l'ancienne Tamérie, dans l'ancienne Égypte. Je préfère dire Tamérie que Égypte. Soyez pas troublés, Tamérie, ça veut dire le pays bien-aimé. Égypte, vu que ce n'est pas un mot d'origine africaine, ça pose problème. Parce que quand on entend Égypte, on imagine une civilisation orientale, méditerranéenne, qui n'aurait rien à voir avec nous, et c'est de la falsification. Donc moi je préfère dire Tamérie, le pays bien-aimé, puisque c'est comme ça que les natifs parlaient de leur pays. Voilà. On peut dire aussi Kemet, mais voilà. Et donc, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le titre Mambo? Et c'est à quoi il correspond? Je vais me noyer. Bon, je crois que ça doit être par rapport au vaudou. Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est ça, la Mambo, c'est la prêtresse vaudou. Plus particulièrement en Haïti. Ah non. Exactement. Donc, notre Perahat, de par son nom, son titre, il y a un lien avec l'Afrique de l'Antiquité. Et c'est un titre politique, et Mambo, c'est un titre spirituel qui correspond à sa fonction. Elle est effectivement prêtresse du vaudou. On peut continuer? Alors, est-ce que quelqu'un connaît ce signe? Et
Ça vient du sikam aussi, de la langue égyptienne pharaonique. Scarabée. Oui. Est-ce que quelqu'un le connaît? Oui. Chez Lucie Amélie? Oui, c'est ça. C'est ça, Képer. Donc c'est la transformation. La force de la transformation. Oui, oui aussi. Oui, ça a plusieurs significations. Et donc, l'afrocentricité, c'est un puissant agent de transformation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ingurgite la mixture afrocentrique, des préparations afrocentriques, des préparations culturelles, des livres, ça peut être beaucoup de choses, ou même ce cours, et bien normalement le but c'est de pouvoir changer, d'opérer des changements dans sa vie. Le but c'est pas de rester statique, c'est un agent de transformation. Comme le dit Molefi Asante dans son livre L'afrocentricité, une fois qu'on est devenu afrocentrique, on ne voit plus le monde de la même façon. C'est-à-dire qu'on déménage pour aller emménager dans une nouvelle ville, on cherche où se trouvent les commerces afrocentriques. Y a-t-il des commerces tenus, enfin africains, y a-t-il des commerces tenus par des Africains? Que ce soit dans l'alimentaire, y a-t-il d'autres institutions africaines? Y a-t-il un médecin africain? Alors encore mieux, y a-t-il un médecin traditionnel africain? Pardon. Donc c'est un puissant agent de transformation. Quand on regarde le cinéma, encore faut-il le faire, parce que par moments c'est même pas souhaitable. Mais quand on regarde un film, quand on regarde une œuvre littéraire, quand on lit et qu'on étudie une œuvre littéraire, eh bien c'est pas pareil. Je vous prends un exemple tout simple, une œuvre comme... est-ce que vous avez entendu parler du livre Léo du Hurlevent? A priori, il n'y a rien à voir avec l'afrocentricité. Et pourtant, si on lit ce livre et si on étudie avec un regard afrocentrique, on va découvrir des choses qui nous permettront de mieux comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons. Mais le critique littéraire non afrocentrique, dans ce livre, il y a des choses qui vont lui passer complètement au-dessus de la tête. C'est écrit par qui, le livre en question? C'est Émilie Brontë. C'est de la littérature anglaise, je crois, du 18e siècle, du 19e siècle, je crois. Ouais, 19e siècle, du début du 19e siècle. Et l'un des héros est décrit comme quelqu'un d'apparence assez kamite, puisqu'il est d'origine gitane. Mais il est décrit comme étant noir, ou assez foncé de peau, à tel point que dans des adaptations récentes au cinéma, il a été joué par un afro-descendant, le héros. Et en fait, dans ce livre, on peut déceler ce qu'on appelle un complexe de Heathcliff, puisque ce héros s'appelle Heathcliff. C'est un jeune, comment dirais-je, gitan qui a été adopté par une famille anglaise typique, si je puis dire. Et donc, il est maltraité par son frère adoptif, bien que très aimé et apprécié par son père adoptif et par sa sœur adoptive. Mais malheureusement, le père adoptif meurt prématurément, la maman aussi, et ensuite il est pris comme un domestique par son frère adoptif, qui lui fait subir plein de vexations. Et au bout d'un moment, en grandissant, il réussit à quitter la maison, subrepticement, à faire fortune, on ne sait pas trop comment. Et quand il revient, il a suffisamment de pouvoir pour mettre son frère dehors et acquérir la maison au cours d'un jeu de cartes au cours duquel le frère adoptif perd tout. Et c'est lui qui devient le maître de la maison et il n'aura de cesse de se venger, il ne trouvera jamais la tranquillité. Et ce que j'appelle complexe de Heathcliff, j'ai inventé ce mot, c'est le fait qu'on imagine, nos ennemis imaginent que les Africains, dès qu'ils deviennent conscients du passé, ils n'auront de cesse de se venger et ils deviendront, comme Heathcliff, de véritables démons. Donc à partir du moment où nous étudions notre histoire, ceux qui ont décidé d'être nos ennemis,
enfin je ne sais pas s'ils l'ont vraiment décidé, c'est dans leur inconscient, et bien ils nous voient comme des Heathcliff, parce que le personnage de Heathcliff dans le livre, il est vraiment démoniaque, et il n'est jamais tranquille en fait. Eh bien nos ennemis nous voient comme ça. Donc le complexe de Heathcliff, c'est le fait d'avoir été maltraités dans le passé. C'est vrai que nous avons été maltraités, mais nous avions aussi une vie avant d'être maltraités. Donc, notre vie avant les mauvais traitements est beaucoup plus longue que pendant. Mais ils nous voient comme des gens qui n'auront de cesse de se venger et qui ne seront tranquilles que lorsque leur vengeance sera bue, quoi. Et lorsque la facture sera payée cash. Alors que nous voulons simplement renaître, tout simplement. Donc dès que nos ennemis voient des Africains qui commencent à s'entendre et à étudier l'histoire, ils se disent « Oh, ben ça c'est des Heathcliff, ils vont bientôt devenir des démons !» J'appelle ça le complexe de Heathcliff. Donc tout simplement pour dire que quand on étudie les héros de Hurlevent avec des lunettes afrocentriques, on va découvrir des choses qui peuvent nous inspirer pour nos théories, etc. Donc voilà, on peut continuer. Alors une fois, je discutais avec un frère, en fait, je lui disais, quel est le plus grand problème auquel l'humanité a à faire face? Et en fait, il m'a dit l'aliénation. Et moi, je lui ai dit, oui, mais l'aliénation, c'est une conséquence, c'est peut-être pas la cause. Et puis, en réfléchissant, sur certains plans, je me dis qu'il a plus ou moins raison, mais à ces questions-là, on aurait pu faire plusieurs types de réponses. Je ne dis pas que c'est la seule réponse, mais je pense que c'est l'une des réponses. Et dans ces images, moi, je liste déjà deux types d'aliénation. Est-ce que vous pourriez m'aider un peu aussi? Je vois déjà deux types d'aliénation. Aliénation mentale. Oui. Alors par exemple, si on commençait de gauche à droite, que voyez-vous? Une boîte. Comment? Qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, voilà. Voilà. Ah, c'est pas une Non. La chaleur et le truc, Par contre, chaque image doit être... Non, chaque image doit être étudiée séparément. Hein. Ouais. Non, vous voyez pas? Oh, je vais vous aider. Hein. En fait, le soleil, c'est ça, non? Cette image-là, pour moi, j'aurais pu trouver mieux. Hein. Ça, après, ça se discute. Mais en fait, je voulais évoquer la glaciation vurmienne. Okay. Le fait entre moins 40 000 ans et moins 20 000 ans, l'humanité, comme vous le savez, qui est d'origine africaine, s'est trouvée prise, notamment en Europe, dans un climat particulièrement virulent, particulièrement rude, dur, avec des températures vraiment très basses. Et que les populations d'origine africaine ont dû se réfugier. Mais à cette époque-là, il n'y avait que des Africains. Hein. Donc des Africains comme vous et moi. Donc ont été obligés de se réfugier pendant 20 000 ans dans les grottes. Et vous avez remarqué que Nelson Mandela, il a passé quelques années en prison, à l'abri du soleil. Quand il est ressorti, il n'avait pas tout à fait le même temps. Alors imaginez s'il avait passé 20 000 ans. Et d'ailleurs, peut-être que s'il avait passé 20 000 ans en prison, il aurait été plus fidèle à la cause. Il n'aurait peut-être pas trahi. Mais bon, encore aurait-il fallu qu'il vive 20 000 ans. Donc ça, c'est un problème. Et donc, je pense que la glaciation vurmienne a eu des conséquences qui ne sont pas que physiques. Parce que, effectivement, donc, rétrécissement des narines, dépigmentation de la peau, etc. C'est le paléoanthropologue français Pascal Pic qui dit qu'une certitude, les premiers humains étaient noirs, mais il ne nous dit pas, enfin j'ai pas lu ses œuvres, mais il ne dit pas comment certains de ces humains sont ensuite devenus blancs. Mais il reconnaît qu'à l'origine, l'humanité est noire. Or, sur Terre, il n'y a pas que des noirs. Donc comment les autres sont
sont apparus sur la scène préhistorique et historique. C'est bien de le savoir. D'après les recherches de Cheranta Diop, c'est la glaciation urmienne. Et d'après les recherches de Michael Bradley, alors lui, il ne parle pas de la transformation du noir en blanc, mais par contre, il reconnaît que la glaciation a eu une incidence sur l'état d'esprit, le psychisme de l'homme occidental. Parce que la nature est vue comme une ennemie qu'il faut toujours domestiquer. Donc le loup, par exemple, il est vu comme un concurrent. Ah ben c'est notre concurrent, donc on doit l'éliminer. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bah, il faudrait peut-être réintroduire le loup. Donc dans l'espace, dans l'écosystème. Mais entre-temps, on l'a complètement massacré. Donc il y a une attitude par rapport à la nature qui pose problème. Il s'appelle comment cet auteur, il s'appelle comment? Michael Bradley. Oui. C'est un auteur blanc lui-même d'origine canadienne. Et dans Civilisation ou barbarie, Cheranta Diop parle beaucoup de cette question, de la glaciation urmienne. Il parle aussi de l'origine noire de l'humanité et de la transformation comment dirais-je, de l'homme de Grimaldi sous des climats froids en homme de Cro-Magnon qui serait le premier spécimen d'homme européen avec le phénotype, donc l'apparence physique que nous lui connaissons aujourd'hui. Donc, et cette transformation se serait faite entre moins 40 000 et moins 20 000 ans, mais il y a des études récentes qui disent que cette séparation du noir vers le blanc serait beaucoup plus récente. Mais moi, je n'ai pas vraiment étudié ces dernières recherches. Donc je n'en sais rien. Voilà. Et donc, aliénation par rapport à l'environnement. Voilà. Oui, excuse-moi. Oui. Donc là, par rapport à la glaciation, comment tu fais le rapport avec... L'aliénation? Oui. Bah, il y a une aliénation, c'est-à-dire au lieu de penser qu'on fait partie de la nature et qu'on est partie prenante à la nature et à l'écosystème, se mettre en concurrence avec la nature elle-même, c'est une forme d'aliénation psychologique. C'est-à-dire se concevoir, ne pas se concevoir comme un tout. C'est-à-dire il y a la nature, voilà, l'écosystème, donc il y a les animaux, les végétaux, il y a aussi le climat, évidemment. Et tout ça devrait marcher en harmonie, c'est normal. C'est pas là par hasard, quoi. Et chaque espèce animale a sa place. Chaque communauté humaine a sa place. La Terre est suffisamment vaste pour que tout le monde puisse s'épanouir. Ce qui n'exclut pas qu'il y ait de temps en temps des conflits qui peuvent être régulés ensuite par la négociation, mais là, des conflits armés, effectivement, ils existent. Hein. Ce n'est pas une spécificité de l'Occident, mais il y a de la place pour tout le monde. Donc, communauté humaine. Et l'aliénation, la première aliénation, c'est penser que tout cela doit être régulé par la violence. Et que la nature est une conne, bon, parce qu'au moins c'est clair, c'est une conne, elle n'a rien dans la tête. Nous, on fait mieux, on va faire des OGM. C'est quand même beaucoup plus intelligent. Mais quand on essaye de réfléchir un peu à l'état d'esprit des gens qui font ça, alors on peut dire de façon très rapide, mais là on est carrément dans l'eurocentrisme, ils font ça pour faire du fric. Mais non, il faut quand même avoir un certain... On peut faire de l'argent autrement, il faut quand même avoir un état d'esprit assez particulier. Donc ça, c'est une aliénation. C'est pour ça que les conséquences de la glaciation urmienne, c'est-à-dire si la nature, si les conditions climatiques ont été aussi violentes qu'on veut bien le croire pendant cette période, il y a un traumatisme psychologique et qui fait en sorte que cette violence est imposée ensuite, en retour,
à tout le reste de l'humanité et à l'écosystème, évidemment aux animaux, aux plantes, etc. Jusqu'à se retrouver avec une situation où on peut modifier, à cause du comportement humain irresponsable, les conditions climatiques et peut-être un jour rendre la Terre inhabitable. Donc c'est un vrai problème et c'est manquer de respect à personne que de s'interroger sur ça, sur ce type de comportement, parce que l'avenir de toute l'humanité est en jeu. Et le nôtre aussi, évidemment. Oui, chez l'outil. Moi, je voulais juste signaler une chose, c'est que c'était important de ce que tu dis, parce que c'est peut-être de cette période qu'est née une des plus grandes facultés, justement, occidentales, faculté, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais le fait de tout opposer. Le fait d'aller dans les extrêmes et de tout mettre en opposition. C'est-à-dire blanc, noir, religion, science, la nature et l'humain, tout est opposé. Les hommes contre les femmes. Les hommes contre les femmes, etc. Je pense que ça doit dater de ce traumatisme. Ce traumatisme, le fait de tout exposer, de ne pas voir le tout comme justement étant complémentaire et pas forcément opposé. Donc l'un peut aller avec l'autre, etc. C'est un complément, c'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux en même temps. Et l'extrême agressivité. Ouais, c'est ça. Une agressivité continuelle. Oui. Violence physique ou psychologique. Je pourrais ajouter aussi, d'après les travaux d'un médecin africain qui vit aux États-Unis, il stipule que plus on a de la mélanine, plus on est sociaux, plus on a de l'humanité en nous. Donc la mélanine joue un rôle social et très fondateur au niveau des communautés. Donc malheureusement, qui manque aux personnes qui vivent en Ecuador. Plus d'humanité dans le sens de plus de sociabilité. De sociabilité. Oui. Justement, il y a un livre qui parle de la férocité blanche. Oui, de Rosa Amelia Plumel Uribe. Il explique tout ça. Ah oui, effectivement, une grande agressivité. Et donc, il y a un auteur que nous avons traduit, et qui s'appelle Bobby Wright, et d'ailleurs son livre est ici, en français. Ouais, je l'ai acheté. La personnalité raciale. Tu l'as acheté? Ouais, j'ai le frère. Ah, d'accord. Donc tu l'as lu là? Ouais, je l'ai lu, il est bien. Il est bien? Il explique bien. D'accord, donc la personnalité raciale du psychopathe, justement, quel est l'élément central que tu as retenu dans ce livre? Un élément central? En fait, il dit que le type européen, il est malade il a un comportement psychopathe. De psychopathe. Envers les populations négriques. Exactement. Exactement. On ne se pas comme des êtres humains, on ne se pas comme ça. Oui, et puis le psychopathe considère qu'il a tous les droits. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vraiment des fous, quoi. Et que ses victimes n'en ont aucun. Donc face à cela, on peut toujours négocier, on peut faire des marches. Ouais. On peut descendre à 300 000 personnes dans la rue avec des pancartes, bien élevées évidemment, hein, l'arrêt sur le côté, mais on n'obtiendra rien. Il a toujours raison. Mais rien, parce que de toute façon, il a tous les droits et nous, on n'en a aucun. C'est ça qui caractérise le psychopathe. Et absence totale de remords. Tout à fait. C'est exactement la même chose que le type somatique arabe-musulman. C'est la même chose que... les arabo-musulmans? Pareil. Ah oui, c'est le même comportement vis-à-vis de nous. Ah oui, il n'y a pas de différence. Ouais. Et donc, et justement, dans ce livre, il y a un passage où le frère Bobby Wright dit que même entre eux, les Occidentaux ont du mal à cohabiter pour peu qu'il y ait des petites différences religieuses ou autres. Et justement, là, ce sont pourtant des locodermes, et vous voyez, association des droits civils. C'est l'Irlande du Nord, ça. Pardon? Oui, exactement. C'est en Irlande du Nord. Effectivement, c'est en Irlande du Nord. Et justement, que s'est-il passé en Irlande du Nord, frère anglais? On a les protestants et les catholiques. Exactement. Et certaines communautés ont été discriminées donc, par rapport à d'autres? D'autres pas, ouais. Lesquelles ce sont les... Mais souvent, je pense que majoritairement, c'est les protestants.
Et les minorités, c'est les catholiques. Exactement. Et les protestants étaient soutenus par l'armée britannique aussi. Donc évidemment, c'était plus facile. Et donc, pour des petites différences religieuses, même eux, ils mettent leurs frères dans des ghettos. Parce que, évidemment, pour nous qui sommes kamites, la petite différence subtile entre catholiques et protestants est vraiment insignifiante. Et bah, pour eux, c'est très important. Et même quand ceux qui vivent en Angleterre, qui regardent les émissions d'humour en Angleterre, bah, on fait passer les Irlandais catholiques pour des gens stupides, quoi. Mais vraiment des gens, des bouseux, des gens stupides. C'est carrément une logique pratiquement raciste. Hein. Donc, association de droits civiques, et avec ce paradigme eurocentrique, ou ce paradigme agressif qui n'est pas le nôtre, par le biais aussi des relations dites révélées, eh bien on a le rebelle du Christ, hein, Laurent Nkunda, au Congo, avec des milices qui sont au niveau comportemental très cousines du Ku Klux Klan, comment dirais-je, en Caroline du Sud ou en Géorgie aux États-Unis. Et qui font vivre un enfer à leurs frères kémites, ou kamites plutôt. Donc c'est ça l'aliénation. L'aliénation par rapport à son environnement, par rapport à ses frères humains, être incapable d'avoir un comportement humain respectueux et vouloir tout obtenir par la violence, la suggestion et l'humiliation de l'autre, et des tortures infligées aux animaux et à la nature. C'est ça l'aliénation. Il est plus en vie, lui. Pardon ? Il est plus en vie, celui-là. Justement, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Je suis pas sûr. J'ai vu sur Google Laurent Nkunda mort à un moment, j'ai vu ça. Je n'ai pas creusé. En fait, je voulais l'utiliser comme image de tortionnaire kamite, quoi. Et est-ce que quelqu'un connaît ce livre de Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc? Est-ce que quelqu'un l'a lu? Oui, je l'aime. Oui. Enfin, je dis parmi les... parce qu'il y a quand même toujours un livre dans sa vie qui me bouleverse. Moi, c'est celui-là. Ah oui? Et puis, Richard White... comment on appelle Black Boy? Oui, Black Boy. Ouais. Oui. C'est vraiment les deux livres qui m'ont vraiment bougé. Ah oui? Frantz Fanon, donc tout au long de la lecture, on voit comment on se comporte. C'est comme si on voit son film en fait. Ah bon? Oui, c'est comme si on voyait son film, comment on est dans la société, vis-à-vis du maître, vis-à-vis des réflexes qu'on a, les automatismes, façon de parler, c'est vraiment le masque. À l'intérieur, c'est tout à fait blanc. C'est juste l'apparence qui change. Parce que vraiment, moi, ça m'a beaucoup touché, ce livre. Ok. Oui, c'est un livre qui a éveillé les consciences de beaucoup de monde, hein, de beaucoup de gens. J'aimerais ajouter qu'il décrit bien vraiment l'état de notre servilité. C'est peut-être ce mot-là que tu cherchais, oui, voilà. Mais il raconte bien notre servilité. D'accord. Oui, merci. Oui, alors moi, ce qui m'avait beaucoup interpellé, ça fait très longtemps que je l'ai lu, hein, mais vraiment très très longtemps. Et du coup, le seul personnage qu'il cite, dont je me rappelle, c'est la fameuse Mayotte Capétia, qui avait publié un livre qui s'appelait « Je suis martiniquaise », et dans son livre, elle disait que quand elle rêvait, elle se voyait blanche. Et je suis sûr que dans notre communauté, il y a des gens que quand ils dorment, quand ils rêvent, ils se voient blancs, parce que la façon dont ils parlent dans la journée de leurs frères et sœurs, c'est comme s'ils étaient extérieurs à la communauté. Donc, mais c'est le fruit d'un travail qui a été fait sur des générations, donc évidemment le but c'est pas de stigmatiser les frères et les sœurs. Un jour peut-être qu'ils en sortiront ou qu'elles en sortiront. Moi je me demande si Senghor il a lu ce livre. C'est intéressant de le savoir. À l'époque, s'il avait lu ce livre, parce que aussi intelligent qu'il était, il avait sa part de, je veux dire, vulgairement foutaise, quoi, parce que, je sais pas, il s'imaginait une généalogie européenne, donc je sais pas, je
comprends pas qu'il ait pu faire partie de la négritude. Je sais pas. Oui. Ouais, il était plein d'ambiguïté. Je comprends pas. On peut poursuivre? Oui. Alors effectivement, certes, il y a cette violence des êtres humains contre d'autres êtres humains. On l'a vu notamment quand on parlait de l'Irlande du Nord. Donc on peut dire que c'est un problème humain, mais il y a un problème de racisme et de suprématie blanche. Et effectivement, et c'est pour ça que la sœur Ama dit souvent qu'il existe une conscience raciale blanche, pathologique et criminelle. Donc c'est une pathologie, c'est une maladie, mais qui pousse au crime. Et donc il y a un auteur qui n'est pas du tout afrocentrique. Alors attention, on ne cherche pas du tout à le récupérer, ni à le faire passer pour afrocentrique, parce qu'il veut se mettre en colère. Et nous, on ne veut pas se fâcher avec les gens. C'est le frère Claude Ribes, mais qui a eu le mérite d'écrire ce livre. C'est un livre très courageux, qui s'appelle Le crime de Napoléon, et où il dit en fait que le système esclavagiste occidental et français pouvait, dans une certaine mesure, être comparé au nazisme, notamment avec des chambres à gaz flottantes, etc., destinées à faire périr les Africains et les Africaines. Et d'ailleurs, Hitler ne s'y est pas trompé, parce que lorsqu'il s'est rendu à Paris, après la conquête de la France, il est allé rendre hommage à son illustre devancier, Napoléon, en s'inclinant sur son tombeau. Voilà. Voilà, donc c'est... Et justement, la sœur Francesca Welsing, dont Ama Mazama a traduit le livre, et il est disponible depuis une semaine maintenant. Vous pourrez le trouver là après ce cours et l'acheter si vous voulez. Voilà, les dossiers d'Isis. Dans ce livre, la sœur Francesca Welsing dit que l'extermination de millions de juifs durant l'Allemagne nazie était due au fait que pour les nazis, les juifs n'étaient pas des Allemands purs et qu'ils avaient du sang africain. Et donc, quand bien même c'était 8%, enfin pas 15% ou 10% ou 20%, mais le fait qu'ils ne soient pas des Ariens ou des Européens entre guillemets purs, encore faut-il que cette pureté veuille dire quelque chose, eh bien, a justifié pour les nazis l'extermination des juifs. Donc, l'extermination des juifs d'Europe par les nazis est liée quelque part à la théorie de la suprématie blanche. Voilà. Merci frère. Et on peut poursuivre. Et bien sûr, il s'agit aussi d'une tentative de destruction de toute civilisation humaine, pas seulement de destruction de la civilisation africaine. Nous vivons aujourd'hui en France. Il n'est un secret pour personne que les gens qui dirigent ce pays ont aussi pour but de détruire quelque part la culture française, même si sur certains plans philosophiques, comment dirais-je, culturels, nous sommes en meilleure position que les Français. Je préfère être à notre place qu'à la leur. Mais sur le plan linguistique, ils sont en meilleure situation que nous. Donc ça se vaut. Mais on nous impose des valeurs qui sont complètement destructrices, hein, par le biais d'Hollywood, qui est vraiment sous l'emprise de gens qui sont démoniaques, qui sont des adorateurs de Satan, de Lucifer. Hein. Et ils ne s'en cachent pas, de toute façon, c'est même pas une affabulation, c'est qu'eux-mêmes, ils n'en font aucun mystère. Donc nous, on ne va pas employer ces mots de Lucifer, on emploiera plutôt le mot d'Apep, c'est-à-dire la destruction de toute valeur. C'est Apophis, Apep chez les anciens Kamites, qui est représenté par un serpent gigantesque. Donc on peut poursuivre. Oui. Alors notre civilisation se caractérise par la victoire de la vie sur la mort. Parce que malgré toutes ces tentatives de destruction, nous sommes toujours là.
Et donc là, vous avez le dieu Atum qui s'efforce de dompter le serpent Apep. Et donc, c'est une guerre qui est aussi une guerre mystique dans l'invisible. Donc, l'issue du combat est incertaine, mais je dirais que c'est du 0-0. Maintenant, il faut voir les prolongations après. On peut continuer. Alors, le pouvoir des mots. Le système de suprématie blanche ne serait pas si efficace si une bonne partie de nos frères n'étaient pas des collaborateurs zélés du système. Et donc il y a des guerriers intellectuels qui sont au service du colonialisme, de l'impérialisme et du racisme. Et dans cette guerre, le pouvoir des mots est important. Et nous avons il est parti rejoindre les ancêtres. C'est le frère Édouard Glissant qui, à un moment de sa vie, a été quand même vice-président du Parlement international des écrivains et qui disait, pour parler de l'histoire des Africains de la Martinique ou de la Guadeloupe, il disait « tout commence dans la cale ». Moi, ça m'avait beaucoup choqué à l'époque, interpellé. Il disait que l'histoire des Africains des Antilles commençait dans la cale. Donc, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi tout faire commencer dans la cale? Et quelqu'un qui a publié pas mal de livres, qui était respecté internationalement. Oui, frère. Et il faut dire ton nom, frère, hein, quand tu interviens. D'accord. Moi, c'est Oukembélé. C'est Oukembélé. Oukembélé. En fait, alors Édouard Glissant, en fait, c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle notamment Le discours antillais. Il a notamment théorisé pas mal l'antillanité. Oui. Et donc pour lui, en fait, l'antillais commence dans la cale, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, l'antillais commence dans la cale. Voilà. Oui. Je pense pouvoir expliquer son propos. C'était juste un éclairage. D'accord. Mais c'est quand même problématique de faire démarrer son histoire dans la cale d'un bateau négrier. Absolument. Et donc voilà, hein, les instruments qu'on trouvait dans la cale quand même, hein, les instruments de torture, et puis les gens étaient enchaînés évidemment, ils ne pouvaient pas se laver, certains mouraient des maladies qu'ils contractaient pendant le trajet, et très peu arrivaient à destination, et ceux qui arrivaient à destination arrivaient évidemment dans un état psychologique effroyable. Donc faire commencer son histoire dans la cale, c'est vraiment très problématique. On peut continuer, mais les Africains du continent, je vous rassure, ne sont pas en reste. Nous avons Axel Kabou, qui, dans les années 80, avait publié un livre qui s'intitulait « Et si l'Afrique refusait le développement ?» Ah oui, tiens donc. Alors effectivement, les notions de développement, on aimerait bien savoir sur quoi elles se basent, hein, parce que quand on se promène dans Paris, on ne peut pas faire un pas sans tomber sur des SDF, qui généralement ne sont pas africains d'ailleurs, et qui n'ont pas à manger, et qui se trouve dans une des villes où le luxe est vraiment du monde, où le luxe est vraiment très insolent. Donc j'aimerais savoir quels sont les critères de développement humain. Voilà, donc des schémas, ça date de 2001, programme des Nations Unies, on dit que le monde c'est 0,72, donc c'est la moyenne mondiale. Nous avons les pays en développement, c'est 0,65. Afrique du Nord, c'est 0,65, et ils font la distinction entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Donc c'est comme si on faisait la distinction entre la Scandinavie et l'Europe méditerranéenne. Donc, mais on ne la fait pas, on parle seulement de l'Europe. Encore que l'Europe, ça n'existe pas, c'est pas un continent. Oui, en plus. Et donc ensuite, ils mettent Afrique subsaharienne et pays les moins avancés. Mais les avancés sur quelle route? Par exemple, si je vais, je ne sais pas, à Lyon, et puis quelqu'un d'autre décide d'aller à Metz. Et puis moi, j'ai fait 25 km, lui, il n'en a fait que... Non, je vais à Marseille, et lui, il va à Metz. J'ai fait 25 km, et lui, il en a fait que 10. Et je lui dis, mais tu sais, je suis quand même beaucoup plus avancé que toi. Il va me dire, mais toi tu vas à Marseille, moi je vais à Metz, Metz c'est beaucoup plus près. Je lui dis, mais je ne veux pas le savoir. Moi je trouve que je suis quand même beaucoup plus avancé que toi. C'est du n'importe quoi.
Quels sont les critères? On peut poursuivre. Alors face à ça, il faut une rectification et une critique approfondie. Parce que tellement de conneries ont été écrites, excusez ma vulgarité, mais il n'y a pas d'autre mot, tellement de conneries ont été proférées, tellement de mensonges éhontés ont été proférés sur plusieurs générations qu'il fallait absolument une rectification et une critique. Et d'après vous, pourquoi peut-on dire que la faucentricité, comme le dit le Sèche Molefia Santé, est une rectification et une critique approfondie? Oui, Frère Abbès. Abbès. Je ne vais pas peut-être interpréter dans son sens ce que je crois comprendre, c'est que comme l'Europe s'est mise au centre et a mis tout le reste sur la périphérie, oui. Donc nous, on veut nous ramener au centre de nos préoccupations. Bien sûr. Pas que les gens qui nous disent, qui nous décrivent. Nous, on veut se décrire, on veut se définir. Donc on veut centrer toutes nos valeurs autour de notre environnement. Exactement. C'est plus ou moins ce que je peux comprendre. Exactement. C'est pour ça que Nation Agriculture était déjà une rectification à l'époque. Une rectification du récit historique malhonnête et fallacieux. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui. Moi, je pense aussi que cette rectification, elle est nécessaire parce que ça nous permet de vivre vraiment notre culture, de savoir et vraiment nos valeurs morales, donc, et de mettre sa vie en diapason avec ces valeurs morales. Donc, c'est une rectification nécessaire. Je pense qu'il y a quelque chose, excusez-moi, je suis un peu distrait, mais est-ce qu'au niveau de la porte, il y a quelqu'un qui... Parce qu'il y a peut-être des retardataires qui... On a attaché avec le corps. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Oui. La pierre. Enfin, cette afrocentricité dont parle Mama Zamas, un besoin aussi de se réconcilier avec soi après avoir été abîmé. Oui. Voilà, c'est une façon aussi de se retrouver en paix, en harmonie avec nos propres valeurs, avec ce que l'on est vraiment intérieurement. Et c'est une façon de retrouver la paix. Oui, c'est ça. Faire la paix avec soi-même. Parce que c'est sûr que quand on est décentré, c'est difficile d'être en paix avec soi-même. On peut poursuivre? Oui. Alors dans ce livre, l'impératif afrocentrique, il y a des passages qui sont assez longs et qui concernent la faillite du modèle occidental. Donc, par exemple, la Pérade parle de l'industrie agroalimentaire. On apprend des choses qui sont, si vous avez lu le livre, qui sont complètement effroyables, dont la façon sont traités les animaux, notamment les poules pondeuses dans l'industrie agroalimentaire. Elles sont dans le noir. Elles sont dans un état de stress incroyable et puis je crois même qu'elles sont équipées d'une certaine façon pour pas qu'elles puissent se suicider en se donnant des coups de bec elles-mêmes pour se donner la mort et notamment avec les griffes. Et c'est quelque chose de... Je ne sais pas combien une poule pondeuse doit pondre d'œufs dans la journée, mais c'est quelque chose d'incroyable. Ça dénote une certaine absence de compassion pour les êtres vivants. Et puis elle donne d'autres exemples aussi. Hein. Oui. Je vais parler après. Vas-y. Oui, non, j'avais fini. Oui, non, juste par rapport à ce que tu décrivais sur les poussins, c'est qu'en fait, à la naissance, on prend les mâles, on les jette directement dans des machines qui tournent et puis sont broyés automatiquement. Donc ça dénote vraiment la cruauté qu'on a envers notre nature. Quand même, toute vie est une vie. Bien sûr. C'est dans, je crois, Mandingue, ils avaient dit ça, les chasseurs. La charte du Mandé. Voilà. Toute vie est une vie. Pourquoi la nôtre sera plus importante, sachant qu'on peut faire autrement. Donc ça, c'est au niveau des poules.
Après, au niveau des canards, c'est plutôt les femelles. Donc, ils sont broyés comme ça. Et ce sont des images très, très choquantes pour moi. Et moi, je suis très attaché à la vie. Toute vie est une vie, que ce soit une plante, que ce soit un animal. On doit avoir ils ont la même valeur que nous. Et on ne sait pas si, dans quel esprit ils sont réincarnés, dans quoi de la philosophie qu'on peut se faire autour de la vie. Et quel effet ça a pour un être humain qui va manger des animaux qui ont péri dans des circonstances aussi horribles? Moi, je l'interpréterais, c'est par rapport à nous. Ne serait-ce que scientifiquement, il est prouvé que au plus petit niveau, l'être humain, c'est que de la vibration. Et donc quand on mange de la nourriture, par exemple on prend un animal qu'on a enfermé, qu'on a confiné toute sa vie, et au moment où il sent une vibration, hop, on le tue. Toutes ces vibrations négatives, on le mange, ça fait qu'on a des comportements agressifs, on peut avoir aussi toute la négativité qu'il y a dans cette viande-là, c'est ce qu'on ressent, c'est pour ça que les gens sont dépressifs, agressifs, machin, et ça a un impact dans tout psychique aussi. Il faut savoir aussi que quand on prend une poule, c'est ça que j'ai vu ça sur le net, moi ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué. Quand tu manges un nuggets, tu prends une poule en entier avec les dents, tout en même temps, on le met directement au mixeur. Et ce que tu manges, c'est une pâte, ça veut dire c'est des dents, c'est du bec, c'est des yeux, c'est des trucs. Tout ça mélangé, ça te donne le nugget, c'est ce que tu manges. Enfin voilà, pour info. Bon appétit. Non mais faut le voir, parce que les gens en parlent, moi j'ai vu ça physiquement, enfin, ne serait-ce qu'une vidéo, c'est juste dingue. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on mange. Non mais c'est un système très très cruel, quoi. Et alors moi j'ai inventé un syndrome, j'aime bien inventer des syndromes, et c'est le syndrome RAS. Alors RAS, ça pourrait être rien à signaler, ou le syndrome RAS ou RAS. Ce serait quoi le syndrome RAS qui fait beaucoup de dégâts dans notre communauté? Alors RAS, je les ai mis dans l'ordre hein, pour faciliter un peu. D'après vous, qu'est-ce que le R? Oui? Réussite. Religion peut-être? Le feu, non? Religion? Non. Non. La réussite, non? Je sais pas. Réflexion. Je vais vous aider. Mais cherchez quand même. Hein. Oui, c'est le réveil, non? Le R? Non. Ouais, le feu, non? Allez-y. Réveil. Donc quelqu'un dit réveil? Oui. Le feu, réveil, c'est drôle, c'est le réveil. Ah oui, c'est sûr. Et le RAS, c'est le syndrome ou c'est le... Ah oui, non, c'est négatif. C'est le négatif. C'est alcool. Négatif. Ok. Syndrome, c'est négatif. Donc ça sous-entend que oui, c'est négatif. Bien sûr, il n'y a rien de positif dans ce que j'ai dit. Absolument. Donc, après, il y a l'alcool, le gars qui boit l'alcool. Ouais, c'est ça que je dis, ouais. Le A, c'est alcool. Bravo. Ouais, c'est l'alcool. L'autre, ça doit être shopping. Le S, c'est le sac, le système. Non. C'est le shopping à outrance. shopping. Mais vous ne le reconnaissez pas, le sac? Ça prouve que vous êtes... Ah, bravo. Donc, Louis Vuitton, c'est quoi? C'est S, c'est le S du... Oui. Shopping. Bon, si c'est négatif, comment ça se termine quand c'est négatif? Généralement... Suicide. Non. Le mot se termine comment? Tout ce qui est négatif, le mot se termine toujours en... Isme. Eh ben, Louis Vuitton. Isme. Consumérisme. Snobisme. Voilà. Ah, snob, c'est la personne qui va imiter, quoi. Donc le syndrome RAS. Voilà. Et en même temps, RAS, rien à signaler. Si vous passez à la douane et que vous avez acheté un sac Louis Vuitton, bah si, vous avez quelque chose à signaler. Donc le S, c'est snobisme. Ça c'est vraiment les syndromes du système occidental. Et je vous rappelle que c'est un système où la spiritualité n'a aucune place. Donc S, snobisme. Donc on s'identifie par rapport aux marques. C'est très superficiel. On a l'impression que c'est extraordinaire, mais c'est... Le sac Louis Vuitton vaut cher parce qu'on l'a décidé. Le champagne par rapport au crément d'Alsace, il vaut cher parce qu'on l'a décidé, c'est tout. C'est une décision. C'est du snobisme.
Et celui qui consomme ces denrées, il a l'impression de valoir quelque chose. C'est-à-dire, il a l'impression que son sac va lui conférer, lui transmettre sa valeur. Il y a même des poubelles, j'ai vu une poubelle Louis Vuitton. Réelle. Ah bon? Vraiment vrai. Ah, ça c'est génial. Je suis sûr, j'ai vu une poubelle Louis Vuitton, ça veut dire. C'est tellement d'argent que je mets dedans. Incroyable. C'est beau. Et donc, la flamme. La flamme. Là, c'est facile. La flamme. Si je vous. Ça, c'est la flamme. Non, mais ça vous dit rien, ça? La cuisine. Ou alors la flamme du. Voilà. Les Olympiques. La République. Ah, ouais. Ici, on peut mettre une flamme. Je suis pas bon dessinateur. Bah, c'est le. Le R, c'est le R du racisme. Ah. Voilà. Le flambe, ouais. Donc, C'est le F aussi. vous l'avez trouvé? Ah, c'est alcool. Alcoolisme. Donc le syndrome RAS, comment dire, décrit bien ce qu'est l'Occident. Un mélange de racisme, d'alcoolisme et de snobisme. Parce que si vous enlevez tous les vins et spiritueux du commerce, de la chaîne de commerce, des chaînes de distribution, il va y avoir des émeutes en France. Là, le gouvernement, il va pas tenir longtemps. Ah non, mais ça va être les parades, le GIGN. Sans l'alcool Mais ça va être grave, hein. Ouais. Ah ouais, le système va s'effondrer, ça va être très grave. Hein. Ça enlève le commerce, hein, c'est ça. Ah oui. C'est légal. Et le racisme, si vous enlevez aux gens le racisme, sachant que là, je parle aussi de nos frères et de nos sœurs, puisque le racisme, c'est quelque chose que nous avons intégré. C'est que dans les comportements que nous avons les uns avec les autres, nous avons intégré le racisme. Enfin, quand je dis nous, c'est pas nous, ou si vous êtes ici, si je suis là, c'est qu'on a fait un certain chemin, mais je parle de la majorité de nos frères et de nos sœurs. Ils ont intégré le fait que leur vie était moins importante que celle des autres peuples. Et que leurs frères n'avaient pas besoin d'être traités avec respect. Donc ça joue un rôle dans nos vies. Bon, l'alcoolisme, on peut évidemment consommer de l'alcool. Je ne dis pas qu'il faut tout abandonner, mais le fait de consommer de l'alcool de façon récurrente, voire systématique, et parfois même en grande quantité, c'est un problème. Et évidemment, le snobisme. Et pour moi, le snobisme et la vulgarité, ça va ensemble. Sans vouloir, je trouve souvent les gens snobs en même temps très vulgaires. Donc pour moi, le snobisme ne peut pas être envisagé sans la vulgarité. C'est-à-dire le fait d'avoir une vision très matérialiste et en fait dénuée de toute spiritualité et de toute noblesse. Mais noblesse dans le sens respect, pas dans le sens snobisme, hein, parce qu'après on retombe dans les travers du snobisme. On peut poursuivre. Et effectivement, au sens propre comme au sens figuré, Marcus Garvey disait « Si le noir ne fait pas attention, il boira tout le poison de la société occidentale et il en mourra. » Effectivement, le frère Garvey était visionnaire à ce niveau. On peut poursuivre. Alors justement, là on a parlé de l'aspect correction et critique de l'afrocentricité qu'on retrouve notamment dans le livre L'impératif afrocentrique. Donc quand on parle de mimétisme paradigmatique, donc le fait de mimer le paradigme occidental, on a vu tout à l'heure, en prenant l'exemple du frère Édouard Glissant et de la sœur Axel Kabou. Donc, alors maintenant, on passe à la partie quand même beaucoup plus positive qu'on retrouve dans ce livre, L'impératif afrocentrique. Et d'ailleurs, le livre se termine, je commence par la fin, je continue avec la fin, mais c'est pas la fin du cours, mais le livre se termine comme ça. Ah ben mince, j'ai fondu la mèche. Quelle est la première des libertés pour un peuple et pour un individu? Je pense que c'est nommer soi-même. Oui. Je vous ai un peu aidé, hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a... Et là, qu'est-ce que c'est? T'as bien? Non. Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est, là? Le reflet.
Pouvoir se voir tel qu'on est. Ah oui, je crois. Pouvoir se voir tel qu'on est. Oui, oui. Je vous ai un peu aidé. Je crois. C'est pas le mouvement. Non. L'image. Non, mais qu'est-ce que... Ah, non, où a été prise la photo, c'est ça? À Thèbes. Dans quel pays? On est à Thèbes. Tamari. Tamari, oui. Et là, qu'est-ce que c'est? Cette étendue d'eau, comment on l'appelle? Le Nil. Le Nil, le fleuve. Et en Sicam, comment on l'appelait? Le grand fleuve Iterou. Ah, Iterou. Ah, voilà. Iterou. Et là, frère Abbès, c'est... Oui. Voilà, Iterou, Oroué. Donc, quelle est la première des libertés? C'est la liberté de se nommer soi-même. Mais je vous ai un peu trop aidé parce que j'ai dit c'est la fin du livre, le livre se termine comme ça. Donc j'ai gâché de plaisir en fait. J'ai gâché. Voilà. Oui, effectivement, la première des libertés, c'est se nommer soi-même. Et on a eu un exemple dans les années 80 avec... vous reconnaissez évidemment ce président africain, Thomas Sankara, qui a rebaptisé la Haute-Volta, nom d'origine coloniale, Burkina Faso, en moré, qui signifie pays des hommes intègres. Donc c'est effectivement, ça a joué un grand rôle, cette action de nommer la Haute-Volta Burkina Faso dans le comportement du régime révolutionnaire de Thomas Sankara, forcément, parce que c'est très puissant comme nom. Alors, qu'est-ce que représente le nom pour vous? D'ailleurs, alors là, on va innover. Chacun va prendre... Alors, vous avez le droit qu'un seul mot par post-it. Parce que, en plus, c'est des gros feutres. Donc, que chacun puisse prendre un... Vous allez vous les distribuer. Les post-it, il faut que chacun ait un post-it. Je vais vous distribuer des feutres que vous allez vous faire passer. Il y a 4 feutres, donc on n'est pas nombreux, ça devrait aller vite. Et chacun va mettre un mot et va mettre ce que représente le nom pour lui. Le nom d'une personne ou le nom en général. Ça peut être le nom d'un pays, mais le nom. Bon, on va dire d'une personne. Un mot. Oui, le nom. Qu'est-ce qu'un nom? Qu'est-ce qu'il apporte? Pour définir ce que... Vous voyez? Ouais, on a... Voilà, vous allez vous faire passer les feutres. De toute façon, comme c'est des gros feutres, c'est difficile d'écrire beaucoup de choses dessus. Mais juste un mot. Oui, juste un mot. Prenez votre temps. Hein. Juste un mot. Hein. Enfin, s'il y a un article devant, c'est pas, ça va aussi. Hein. Et autrement, ouais, s'il y a un article devant, vous avez le droit. Hein. On vous les donne? Oui, oui, bien sûr. Merci. Ça serait bien de savoir qui a écrit quoi. Pourquoi? C'est utile? Je sais pas. Oui. Mais de toute façon, quand je vais les afficher, et puis les gens pourront se nommer. Hein. Des fois, il y aura des doublons, mais les gens se nommeront. Oui. Merci. Oui. Ah, oui. Merci. Ah bah oui. Merci. 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 Oui. C'est bon?
Tout le monde a... Oh. Ok, on commence là. Alors le nom, pour une personne qui était mis, c'est la signification. Qui a choisi cette Tijani? Pourquoi cette réponse? Ben, parce qu'un nom, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça à la légère. Ça représente quelque chose en fait. Ah oui? Le symbole? Ouais. Non, ça représente quelque chose. Quelque chose. On le donne en fonction aussi des circonstances. Celui-là marche. Oui. Il y a une circonstance dans... J'en ai aussi, hein. J'ai un Véléda aussi. Représentation. D'accord. Donc un nom n'est pas choisi au hasard. Ben, en général, on le donne en fonction d'une certaine circonstance. Déjà, comment l'individu y vient, comment il arrive, enfin c'est compliqué à expliquer. En tout cas, c'est pas le fruit du hasard, quoi. D'accord. Donc par exemple, ton nom Tijani, il n'est pas dû au hasard. Hein. Moi, je l'ai choisi parce qu'en le lisant, ça me plaisait. C'est après, moi, j'ai cherché la signification. Mais pour quelqu'un qui, on va dire, il naît dans une société, on va dire, traditionnelle, le nom, ce ne sera pas un nom qui sera choisi par esthétique ou voilà. Il y aura une portée derrière. D'accord. Alors tu vois, c'est le frère Guélé, c'est forcément toi qui a... Ouais, j'ai marqué, j'étais à maintenant. Et quelle est la signification de Guélé? Ouais, en fait, ça veut dire de ma famille, ça veut dire la personne qui a beaucoup dromadaires. Qui a beaucoup? Dromadaires. De dromadaires? Ouais. D'accord. C'est bon, hein. Guélé, ça permet dromadaire. Ah oui. Et j'ai noté que tu as dit la personne... Ah bah non, qui a beaucoup de dromadaires. Et est-ce que le verbe avoir existe dans ta langue? Oui? Oui. Le verbe comme le français. D'accord. Comme les langues africaines. D'accord. Guélé, c'est en fait le pluriel de les dromadaires. Ah, c'est les dromadaires au pluriel? Oui. Donc tu fais partie d'une famille qui élevait des dromadaires? Oui, forcément. il y a longtemps. Il y a longtemps? Il en faut toujours. D'accord. C'est en Somalie? Oui, en Somalie, nord de la Somalie, sud-est du Tchad. Océan des îles. Oui, parce que la Somalie, tu disais, c'est un pays artificiel, en fait, ça n'existe pas au départ. Oui, au départ, c'était la terre des Pontes. Le pays de Punt? Oui. D'accord. Égyptien, il appelle Punt. Les Punt? Oui, ça s'appelle Punt, Punt, ça veut dire en somalien café. D'accord. Ouais, c'est peut-être la terre de l'arc pour les anciens Égyptiens. Oui. Tasseti? C'est peut-être Tasseti. Tasseti, il faudrait vérifier en ancien égyptien. Peut-être. Peut-être. Oui, c'est ça. Punt. Punt. Pays de Punt. Donc Guélé. Alors quelqu'un a mis, c'est origine. C'est moi. D'accord. Parce que ça veut dire qu'à travers le nom, on trace l'origine d'une personne. Oui, c'est possible. D'accord. Donc c'est sûr que quand on perd son nom, au niveau de l'origine, c'est compliqué pour... psychologiquement, on peut se comporter comme quelqu'un qui n'a pas de passé. Ne serait-ce qu'avec un prénom occidental, même si on a le nom africain, mais le fait parce que chez les familles africaines converties au catholicisme depuis un certain temps, le père donne son nom à tous ses enfants. Mais c'est pas dans nos traditions, hein, frère Abbès, de donner son nom à son... Ça, c'est vraiment... Donc, tu te dis, oh, bah, je suis content, j'ai un nom africain, mais c'est pas ton nom, c'est celui de ton père. Mais toi, tu t'appelles comment?
ah ben moi je m'appelle Frédéric, ou je m'appelle Franz, ou je m'appelle Eric. Ouais. Bah donc le nom africain que tu as, c'est celui de ton père. Ouais. Donc tu vois. Et ça c'est courant. Je ne savais pas que c'était. Parce que moi je me disais que pour nous c'était une exception. Enfin, au niveau du Gabon, certaines familles du Gabon, je croyais que c'était une exception. Que tout le monde sur la planète faisait non famille, enfin non patronymique. Parce que moi, dans la famille de mon père, il y a les frères de mon père, oui. ils sont de même père, même mère, et ils n'ont pas les mêmes noms. Oui. Non, c'est ça que je disais. Mais à partir de mon père, il a rendu son nom obligatoire. Et donc tous ses enfants ont son nom. Donc, mais mes frères et sœurs dans la tradition ont aussi un prénom kamite, donc ils ont la chance. Ah ouais. Oui, ils ont le prénom occidental, mais heureusement ils ont le prénom kamite aussi. Enfin, le nom kamite. Donc, alors quelqu'un a mis filiation. Bah oui, le nom trace la filiation. Donc, oui. Par exemple, c'est en lingala qu'il y a le suffixe ou préfixe wa. Donc, wa, ça veut dire l'enfant de, c'est ça? Ou wa, non? C'est pas deux, ça veut dire deux. Voilà. Donc il y a le nom de la personne, et puis ensuite il y a wa, et ensuite il y a le nom de son géniteur. Donc filiation, le nom trace la filiation. L'arbre généalogique. Trace l'arbre généalogique. Ouais, c'est tout ça. Ça veut dire que le nom désigne une personne, mais il la rattache à plus grand qu'elle-même. Donc le nom c'est un héritage, ça veut dire la même chose, c'est toi le frère. Oui, c'est l'histoire qu'on porte, de notre famille ou autre. Donc c'est toute une histoire en fait. Ouais, c'est un héritage. Pour la pierre. Bon, on l'a vu ici notamment, c'était un héritage. Ouais. Pour venir au prénom, Mobutu il avait instauré la suppression des prénoms catholiques. Ça, c'était plutôt dans bien. Cette première vraiment les premières années de gestion du pays. Il avait quand même pris pas mal d'initiatives qui. Ça, c'était très bien. Le nom, c'est un facteur d'identité qui a mis ça. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir mis. Moi, j'ai mis identité. Identité, j'ai mis identité. D'accord. Donc frère Bahako, tu as mis ça, frère Abbès aussi, oui, hein. Oui. D'accord. Et frère Patrick aussi, tu as mis. D'accord. Et quelqu'un a mis c'est moi. Donc, bah oui. Ton nom, c'est toi. Moi, c'est que mon nom, j'existe grâce à mon nom. Donc, c'est un synonyme d'existence. Si je n'ai pas de nom, je n'existe pas. Ah bah oui, c'est clair. Et Sanaa, ça veut dire artiste en Kiswahili. D'accord. Donc le nom peut aussi désigner la personne en fonction de ce qu'elle est. C'est pour ça qu'un individu peut avoir plusieurs noms dans la tradition, en fonction des différentes circonstances, son nom d'initié, son nom par rapport à son corps de métier. Et... Oui, juste par rapport au nom traditionnel, si je me base un peu au niveau des écans, oui. Un enfant qui naît à 4, on va lui donner 4 noms. Ah oui, d'accord. Bon, il y a le nom qu'on va marquer dans l'administration qui est par rapport à son père. Bon, sa mère va lui donner un nom par rapport à ses origines. La grand-mère, les deux grands-mères aussi vont donner les noms. Donc ça fait, le papa donne, la maman donne et les grands-mères. Ah oui. Donc chez les écrans. Parce que c'est une naissance, donc chacun veut, comment on appelle, immortaliser un de ses ancêtres à ce moment-là. Je mets une personne parce qu'on ne peut pas utiliser le mot individu. Oui. Parce que individu, ça veut dire qu'on c'était une injure, une identité isolée en plus. Une personne a 4 noms. Et justement, à propos des noms, c'est aussi les noms des peuples. Pourquoi est-ce que tu préfères utiliser le mot écan que le mot fan? Parce qu'en fait,
je ne vais pas faire un cours sur ça. En fait, quand on parle d'une bête, en fait, on arrive à l'arrivée des écans. Et dans les écans, il y a des différents groupes. Donc le grand groupe, c'est écans qui regroupe tous les fans qui sont, fans béti et les différentes dialectes. C'est lui qui regroupe en fait tous les gens qui ont le même parler. Que ce soit au Congo, que ce soit au Congo, en RCA ou au Cameroun. Sao Tomé, Cameroun, Gabon. Ce qu'on appelle les bétis aussi. Voilà, bétis, boulou, les tones, tout ça, c'est le groupe écan. D'accord. Et donc les noms qu'on donne au peuple sont aussi importants parce que quelquefois les noms qu'on a donnés à certains peuples de chez nous étaient là pour nous égarer. Pour créer un peuple ou un petit peuple qui appartient à un autre grand peuple pour en faire un peuple séparé du reste de sa communauté. Et donc toujours ce que Cheikh Diop appelait la micro-analyse explosive. C'est-à-dire si on trouve dans un village une personne qui parle avec un cheveu, la même langue mais avec un cheveu sur la langue, on va dire que c'est une ethnie. Alors qu'il est tout seul, il a juste un cheveu sur la langue, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Ils vont dire voilà c'est une ethnie parce qu'ils ont une règle de prononciation de la langue différente. D'ailleurs ils sont supérieurs aux autres, puis après les gens... Et là au niveau linguistique, et quand, en fait ça peut dire vénérer. Ça peut dire vénérer. Vénérer? Oui, quand, à quand. Ah oui? En fait, vénérer, respecter. Ouais. À l'infinitif? Oui, vénérer, respecter. Ou vénérer au participe passé? Oui, à l'infinitif. À l'infinitif? Oui. Ah. C'est-à-dire vénérer, respecter. Ça peut aussi dire en fait l'être. Ah bon? Oui. Ah, et quand c'est la lettre. Ça peut être, lettre comme ça? Oui, non, la lettre. Script, voilà. Ah, la lettre. La lettre, ouais, la lettre. Ah, il y a plusieurs possibilités. Oui, il y a plusieurs en fonction de l'intonation qu'on va mettre dessus. Ouais. D'accord. Donc, le nom, c'est aussi la mémoire. Oui, c'est l'histoire. Voilà. C'est toi, frère, qui a dit que c'était la mémoire, Christopher. Ouais. D'accord. La mémoire. Et moi, je pense que chaque fois que je viens ici, je vais toujours revenir sur la même question. C'est la question du... Je sais qu'on est dessus, hein. J'ai déjà trouvé un nom, mais je me dis, est-ce que c'est... Bah c'est lequel? Vas-y. Maat, parce que c'est notre astrologie de base. Lequel, pardon? Maat. Comme la Maat? Ouais. Puis vu que c'est un peu dans mon caractère, je suis quelqu'un qui est tout le temps en recherche de... Voilà. Et puis Bénou, le phénix. Le fait de... Enfin, l'ancêtre du phénix. Le fait de... se régénérer. Renaître de ses cendres de la perpétuelle. Là, c'est plus le domaine du chénotis. Hein. C'est je sais pas, je sais pas. Est-ce que je devrais le dire, ok, appelle-moi comme ça, ou est-ce qu'il faut que je valide, ou est-ce que c'est la première partie du nom? La péraat aussi, il faut donner. C'est à toi de savoir. Personne ne va valider sur toi. C'est à toi de savoir si effectivement ce nom que tu as choisi correspond réellement à quelque chose qui te qualifie réellement, quelque chose qui t'est cher, que c'est quelque chose qui a une réelle signification pour toi, qui est réellement en rapport avec ton être, avec ta personne. Moi, je peux très bien comprendre, justement, le fait de renaître et Maat, ça peut effectivement être un moment assez puissant. Renaître dans la Maat, c'est pas mal. L'oiseau des mots, comme tu dis, justement, qui signifie la régénérescence, oui. Dans la Maat, oui, c'est quelque chose de puissant. Bon, bah alors c'est bon. Il faut pas que ce soit moi qui valide. Non, mais je dis pas que c'est toi qui valide, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je voulais un peu regarder la tête des gens pour voir la réaction, ça va, il y a plein de trucs, c'est bon. Identité. Non, mais c'est un très beau nom. Hein.
Ce serait un très bon nom. Identité. Alors, plusieurs personnes ont mis identité. D'ailleurs, identité, 3 fois. 3 personnes ont mis identité. Ce qui est intéressant aussi, vibration. Bah oui, un nom, ça a une vibration. C'est pour ça que quand on prononce votre nom, ça a une vibration dans l'invisible. C'est toi qui as mis vibration? En fait, quand on appelle une personne, on utilise le son. Dans le son, il y a des vibrations. Et si on a un nom qui ne correspond pas aux vibrations de son corps, ça peut... Ah, ça a des conséquences. Ouais, ça a des conséquences. Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Bah, donc ça, vous voyez que le nom peut représenter beaucoup de choses. C'est pas un détail. Hein. Qu'est-ce qui a ressorti le plus du coup? Bah, c'est le mot identité. Hein. Clairement, il apparaît 3 fois. C'est le mot identité plusieurs fois, non? Signification. Mais par contre, signification, 4 fois identité quand même. Il y a vibration, filiation, héritage, origine, ça va ensemble. Moi, c'est un peu particulier. C'est comme le nom aussi, c'est comme ça va avec le nom. Le nom de la personne qui. Oui, c'est signification. Mais c'est parce que tu portes un nom qui est en relation avec. Avec ton. Non, c'était provoqué. Moi, j'existe par mon nom.